vous dites, ce jour-là, j'ai pris un TGV dans la gueule quand même. Bah, je crois que c'est un peu normal. Ouais. Jacques Sayag, bonsoir. Je voudrais vous montrer quelque chose. Eh oui, le SDF bodybuilder, c'est lui. Cette vidéo fait le buzz sur Internet, dans le monde entier depuis quelques semaines. On y découvre un sans-abri au physique d'Apollon, en train de faire ses exercices de musculation en pleine rue. Cet homme, Jacques, c'est vous. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Jacques Sayagre, bonsoir. Vous êtes le SDF bodybuilder dont la vidéo fait le buzz sur Internet dans le monde entier depuis quelques semaines. On regarde. Alors voilà, Jacques, vous vous exprimez pour la première fois. C'est dans SLT. Je vous en remercie. Alors, vous êtes né le 8 avril 1961 à Alger, père brigadier-chef dans la police nationale, mère vendeuse dans une boutique, puis femme au foyer. En 1962, au moment de l'indépendance de l'Algérie, votre famille rentre à Paris. Là, vous êtes un enfant rêveur, un peu fleur bleue, passionné par la musique classique, par l'opéra et par Pavarotti. Pas de Pavarotti, hein. Plein, il y en a plein. À l'époque, vous êtes danseur. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce qu'il paraît que ça faisait pédé. C'est bizarre. Les gens étaient un peu concons. Ouais. En tout cas, à l'adolescence, ça ne vous empêche pas de vous mettre au sport de combat, judo, boxe, karaté et musculation. En fait, vous faites du sport tout le temps. C'est-à-dire que vous pariez avec un pote, dites tiens, je vais te faire 100 pompes. Combien tu paries? Vous faites 100 pompes. Vous jouez avec des haltères que vous fabriquez avec des manches à balai. Enfin, vous passez votre temps comme ça, étant enfant, à faire du sport, quoi. Complètement, oui. Alors, à 18 ans, vous êtes appelé sous les drapeaux et vous retrouvez, en revenant, Florence, qui a 15 ans et qui est comme vous, fille de flic. Et là, c'est votre première grande histoire d'amour. Hein. Bien sûr, oui. Ouais. Vous faites un enfant qui s'appelle Rémi, qui naît en 1983. Et là, vous découvrez le monde du culturisme. Arnold Schwarzenegger, évidemment, et un film culte qui s'appelle Pumping Iron. Et là, vous dites, c'est beau, quoi, ça vous plaît, tout vous plaît, là. Schwarzenegger, je dis, merde, c'est quoi ce truc-là? Et bien sûr, ça gonfle, Pumping Iron, ça veut tout dire. Ouais. Et voilà, l'histoire éclate. Alors, à l'époque, avec Florence, vous faites les saisons, c'est-à-dire l'été, vous êtes sur la côte d'Azur, et l'hiver, vous êtes à la montagne, jusqu'au jour où vous décidez de vous poser quelque part. Et là, vous conduisez la bagnole, et Rémi, qui est encore un bébé, dit Marseille, Marseille, Marseille. Une chanson de Johnny dans la voiture. Mais l'aventure, c'est l'aventure. Moi, j'ai dit Marseille, Nice. Marseille. Marseille. Ouais. Vous installez à Marseille. Alors, le problème, Jacques, c'est que vous êtes extrêmement généreux. Et à l'époque, vous ramenez beaucoup de SDF à la maison. Vous leur ouvrez non seulement la porte de votre foyer, mais aussi la porte du frigidaire et aussi votre porte-monnaie. Et là... Et trop mon cœur, ce qui fait que ça faisait souffrir les gens que je devais aimer à ce moment-là. Ouais. Et là, Florence s'en va quand même. Hein. Elle a raison. Et là, vous commencez à déconner. Vous prenez de la dope. Un rail de coke, un rail de Braun. Et voilà, après, ça va très vite. On croit tout bien faire. Et happé. Alors, Laurence, c'est votre deuxième histoire d'amour. Hein. Elle a du pognon. Quand on aime, on compte pas. Et là, c'est la grande vie, quoi. Vous payez toute la dope que vous voulez, quoi. Je travaille beaucoup, je gagne beaucoup de sous. Et elle est assez aisée. Mais aisée entre guillemets. Hein. Ouais. C'est une femme magnifique, une grande dame.
Et voilà, et puis ça va très très vite. Je lui donne tout, elle me donne tout, mais j'aurais mieux aimé rien lui donner, me casser, que de lui donner ce que j'ai donné, parce que... Mais l'amour était vrai. Alors au milieu des années 90, vous remontez à Paris, et là le retour de bâton est assez violent. Lors d'un test de dépistage du sida, vous découvrez que vous êtes malade. Ça veut dire que toute votre vie, vous allez vivre avec la trithérapie à partir de là. Oui. Vous dites, ce jour-là, j'ai pris un TGV dans la gueule quand même. Bah, je crois que c'est un peu normal. Ouais. Donc après, c'est essayer d'être plus fort que la maladie, dans tous les sens du terme. Alors à Paris, vous faites les marchés, vous achetez des stocks de bijoux que vous revendez aux puces de Saint-Ouen. Mais vous êtes cassé à l'époque quand même par la séparation avec Laurence. Complètement. La consommation de drogue s'accélère. À un moment, vous prenez plus de 2-3 grammes d'héros par jour, non? Je suis plus à l'héroïne, synthétique. Là, j'arrive à Paris. Et là, il y a le crack la coque. Vous avez pris du crack à l'époque? Ah ouais? Je lui dis par la main, oui. C'est hard, c'est hard. Pas plus hard qu'une bonne coque. Elle a très bonne coque, très bonne. Alors voilà, donc vous êtes défoncé comme un ouf. Mais je vais travailler tous les matins. Dans des pipes shows. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que vous allez rue Saint-Denis à Pigalle, vous baisez sur des scènes de pipe show. Mais comment vous arrivez à bander en prenant de l'héros, vous? Alors là, vous avez fait la demande de la réponse, monsieur Ardisson. Les 2 périodes où j'ai travaillé dans les pipe shows, j'avais arrêté. Alors là, vous fréquentez la rue, la mort. C'est-à-dire que dans ce milieu de la dope, il y a des matins, vous dormez dans la rue, vous vous réveillez, il y a un cadavre à côté de vous, il y a des portefeuilles ouverts. Enfin, c'est quand même... Oui. Mais vous survivez dans ce milieu où les coups de couteau sont faciles. Il y a 2 solutions, monsieur Ardisson. Vous êtes un loup et vous vous mettez en horde. Vous êtes un loup solitaire, vous avez des sous, on vous respecte, on vous vole pas le portefeuille. J'ai eu cette chance. Purée. Parce que des fois, tu dis, Jacques, t'arrives avec 2 plaques, on a envie de te tuer. Ah. Bien sûr, dur. Et un jour, votre fils Rémi se décide à vous secouer. Il vous demande d'arrêter. Il vous dit, il faut que tu décroches de la dope, papa. Et là, vous lui dites, tu as raison. Je vais arrêter tout seul. Et lorsque j'aurai réussi, je reviendrai te voir. C'est pas beau, ça? Et vous le faites. C'est ça. Ça vous prendra des années, quand même. Hein. Ah, je me scotche au plafond. Je suis dans un appartement. Quand je dis à tout le monde, j'ai arrêté, tout le monde croit que j'ai pas arrêté parce que j'ai l'air encore plus défoncé. Mais vous avez arrêté comment? Vous avez pris de la méthadone? Vous avez pris quoi? Rien. Si, après, j'étais chez les médecins, j'ai piétiné, j'ai titillé, mais dans l'ensemble, la démarche était gagnée. Après, ça a été des anxios et puis somnifères. Vous êtes fort. Alors, pendant votre rédemption, vous prenez contact avec une association de séropositifs à Montpellier. C'est comme ça que vous rencontrez le 3e grand amour de votre vie, Nathalie. Et là, pendant 10 ans, vous allez parcourir la France. Eh bien, c'est une grande histoire d'amour. Elle est aussi barrée que moi. Elle est belle, elle est intelligente, elle est forte. Elle est femme du siècle. Femme libérée, un peu hystérique. Moi, je suis pas fini, ça donne quelque chose d'explosif, quoi. Et vous faites quoi? On fait tout, on fait le pipe show, on se drogue pas. On boit, on danse, on fait l'amour, on est libertin, on fait tout. Alors voilà, vous parcourez la France et puis c'est la rupture, Nathalie s'en va. Vous espérez qu'elle va revenir, mais elle revient pas. Hein. Elle a raison. Ouais. Vous l'avez attendue quand même. Longtemps. Ouais. Alors elle revient pas, vous installez près de Montpellier sous une tente, dans un petit bois, à côté d'un étang. Et là, ce qui est extraordinaire, si vous continuez à faire votre muscu tous les matins, hein, hygiène de vie. Et de la méditation aussi. Hein. Tout le temps. Vous essayez de savoir qui vous êtes. Et à la sortie de cette réflexion, vous vous dites, je suis Jacques, je suis libre et j'aime la vie. Complètement. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous trouvez qui vous êtes vraiment et vous vivez avec ça. C'est ça. Ouais. Une espèce de sagesse, un regard sur tout le à monde. Fait. Tout à fait. Alors parfois, vous remontez à Paris et là, vous dormez dans la rue, même quand il fait moins 10. Hein. Alors, on vous dit comment vous faites? Il dit, je mets des cartons à l'ancienne. C'est ça, oui. Hein? Je pense que je pratique le thermodynamisme, je ne sais pas si ça se dit, ça fait rire les gamins, ils disent moins intelligent. Récupérer la chaleur, pas avoir des temps trop fermés comme des apparts où il y aurait de la condensation, faire mon sport, c'est quand même faire circuler le sang. On a la maladie du siècle, c'est une mauvaise circulation du sang. Et puis le bodybuilding et du sport à part entière. Voilà, et un regard des gens un peu halluciné. Ah bah oui, parce que vous faites du bodybuilding dans la rue, oui. Vous utilisez le mobilier urbain, c'est-à-dire les grilles, les lampadaires,
vous devenez une espèce de personnage assez populaire. Les gosses viennent vous voir, ils vous touchent les biscottos, ils disent, dis donc, il est costaud, Jacques. Finalement, vous devenez un professionnel. Ah non, faut pas dire ça. Vous faites quand même les championnats de France de bodybuilding. Alors moi, je suis champion du monde, plusieurs fois, de culturiste de rue. Ouais, d'accord. Il n'y en a qu'un. Enfin, Ouais. Pour l'instant, peut-être aux États-Unis. Alors, en fait, le problème, c'est que vous n'avez pas revu votre fils Rémi depuis 10 ans. Et là, il y a quelques mois, un petit film sur vous, dans la rue, déclenche un énorme buzz sur Internet. 3 millions de vues en quelques jours dans le monde entier. Et des journalistes de partout vous appellent, des gens de Russie, de Pologne, du Japon, de Thaïlande, d'Espagne. Même Schwarzenegger a relayé la vidéo sur sa page Facebook. Excusez-moi, ça me fait un peu... J'hallucine, quoi. Ouais, mais c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Et Rémi finit par vous voir, évidemment. Il finit par tomber sur la vidéo. Alors, il vous a invité, Rémi, à passer Noël en Alsace. Et en fait, vous hésitez parce que vous vous dites, putain, il a des gosses, je vais pas arriver les mains vides. C'est un monsieur à Montreuil qui m'a expliqué, il me dit, Jacques, si tu vois pas tes enfants, mais à un moment, il faut que tu réalises que c'est une bonne quête. Ne les vois pas, mais quand tu le vois, il faut que vous soyez en face pour les petits-enfants. Ouais. Un père qui veut dépasser son fils ou un fils qui veut dépasser son père, ça donne des mauvaises synergies. Alors là, je vais le voir, il m'a vu, il peut dire, papa, tiens un con sur ça ou pas. Je n'ai jamais dit non à mon fils, moi aussi. Ouais. Et c'est le bonheur. Il a quelque chose à vous dire, en fait. Eh ben tiens, ça tombe bien, je voulais te glisser un petit message, papa. Je voulais dire que franchement, waouh, quel parcours, ce que tu as accompli, c'est juste démentiel. Quelle forme physique, je suis juste sidéré de ce que j'ai vu sur cette vidéo. Je voulais aussi te dire que quoi que tu penses, je suis fier de toi, qu'on n'a qu'une seule vie, qu'il faut la croquer à pleines dents, qu'on est de passage sur cette terre, qu'il faut y aller à fond, quoi. Donc j'espère sincèrement te voir pour Noël. En plus, j'ai coupé des grosses bûches de bois, là, j'arrive pas à les porter tout seul, j'ai des tout petits bras, donc j'ai besoin de toi pour m'aider à les emmener, là, pour allumer un petit feu le soir du réveillon. Donc voilà, trêve de plaisanterie, on t'attend tous, je dis bien, parce que tes petits-enfants, ma femme, moi, pour passer un super réveillon à tes côtés. Donc voilà, je t'aime et puis à très vite. Ciao, bye bye. Vous allez y aller? Oui. Ouais. Il sera content, Rémi. Bah, c'est mon fils, je l'aime. Ouais. Bravo. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.